Vraiment, merci d'être présent au Café Nil sur un sujet qui est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement important, qui s'inscrit dans une perspective longue. Et s'il y a bien quelque chose que la France ne sait pas faire, c'est s'inscrire dans des perspectives longues. On sait mal gérer l'immédiat. On est plutôt bon dans la crise, mais pour le reste, je trouve que on n'est pas des grands prospectifs. Et à la lecture de ton rapport, Philippe, c'est pour ça qu'on avait sollicité de ta part ce Café Nil. Il nous semblait justement qu'il y avait des éléments de long terme et de programmation qui étaient extrêmement intéressants, et surtout une pensée qui était une pensée un peu décapante par rapport à celle de l'établissement. En plus, il était remarquablement documenté puisque tu as fait un nombre d'auditions qui est tout à fait exceptionnel dans ce cadre de création de rapports. Donc voilà, tu as la parole pour nous expliquer la substantifique moelle de ton rapport et puis nous donner surtout ton avis sur la façon dont les choses doivent se mettre en place pour l'avenir, parce que c'est l'avenir qui compte. Bah, tout d'abord, c'est très gentil, Daphné et à toi, Olivier, de m'avoir invité. Très gentil à tous ceux qui sont des potrominés logués pour écouter ce petit parlementaire de base qui a eu l'audace un jour dans sa vie de faire un petit peu de recherche. Et puis remercier effectivement, tu as raison, tous les acteurs qui se sont prêtés au jeu de l'audition, parce que je crois que c'était une quarantaine de tables rondes, ça a été pas loin de 120 acteurs, et puis avec une vision très 360 degrés, c'est-à-dire que nous avons trouvé intéressant de regarder toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la recherche la plus fondamentale jusqu'aux patients, aux associations en tout cas. Et oui, pour se lancer, pourquoi ce travail? Je répète, ce travail, par rapport à ce qui sera annoncé demain par le président de la République, nous avons focusé sur notre centre d'intérêt, c'est-à-dire sur la seule biologie santé, soyons très clairs, et je tiens aussi au terme biologie, parce qu'il ne faut surtout pas déconnecter les deux items. Et on se dit que, tiens, il y avait une demande finalement forte suite au CSIS de 2021 pour que la France reprenne son leadership dans le domaine de la santé en particulier, de la recherche en particulier. Ensuite, on a tous suivi le discours du 16 mai dernier à l'Institut Curie, où finalement l'ouverture est faite dans les propos même du président de la République sur la relance, sur le lancement d'une réflexion sur notre façon de faire, notre façon de fonctionner, nos institutions dans la recherche en biologie santé. Demande qui est faite au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ça va de soi, mais aussi au ministère de la Santé, au ministère de l'Industrie. Et ça n'allait pas forcément de soi, mais en tout cas, c'était intéressant d'y voir associer les deux items que sont France 2030 et l'Agence Innovation Santé. Donc, j'ai l'opportunité depuis quelque temps d'être rapporteur du budget de la recherche, ce qui est un job en soi pas d'un intérêt fantastique, parce que vous présentez le budget de l'État et de toute façon, il a fait l'objet d'une longue négociation entre chaque ministère et Bercy. Donc votre moyen d'interagir est nul. Donc la seule liberté que ça vous donne, c'est de proposer, et on ne vous le refusera pas, d'indexer un rapport pour avis sur ce budget, ce que j'avais déjà utilisé l'an dernier comme moyen de faire l'état des lieux, qui n'était pas aussi très, très reluisant. Mais là, quand je vois tous les rapports PISA, etc., je m'attriste jour après jour sur l'état de la culture scientifique, technologique et industrielle dans le pays, qui déjà pose problème, et comme c'est quand même le point de départ de tout. Donc cette année, ça a été effectivement faire l'état des lieux, et c'est d'abord été surtout ça, un état des lieux des forces en présence. Avant de faire un listing très rapide, l'idée était de se dire, peut-on considérer la recherche en biologie santé comme les autres formes de recherche dans les autres domaines scientifiques? Et je pense qu'on est nombreux à penser que ça ne peut pas être le cas. Ça ne peut pas être le cas parce que il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'acteurs. Peut-être trop, mais comme je suis pas, je suis pas, et qui je suis d'ailleurs pour proposer d'en supprimer, donc c'était certainement pas l'objet. Puis on sait très bien que dans notre pays, on ne supprime rien. Et c'était déjà l'objet de se dire, bon, répertorions ces acteurs, et surtout,
ayant vocation à ne pas rajouter encore une couche supplémentaire, à quelque chose qui est devenu d'une complexité pour le béotien que je suis, qui regarde ça avec un petit peu de recul, absolument effrayante. Enfin, moi, vous prenez tous les acteurs de la dite recherche. Les acteurs, c'est qui? Ce sont déjà un nombre d'ONR de mémoire, c'est-à-dire d'organismes nationaux de recherche, qui sont au nombre de 9, qui ont une activité importante en recherche en santé. Vous rajoutez tout ce qui est institut. Je pense aux 2 instituts Pasteur, je pense à Gustave Roussy, je pense à Curie, je pense maintenant à notre volet d'IHU, et ça vous fait une vingtaine d'acteurs. Vous rajoutez, pourquoi pas maintenant, les 5 bioclusters. Vous rajoutez toute notre recherche clinique au sein de nos CHU, vous rajoutez toutes les équipes de recherche universitaire, et puis vous rajoutez, eh bien, et tant mieux qu'il en soit ainsi, mais on sait que beaucoup sont en difficulté. Moi, je reporteriez quelques 2600 entreprises dans le secteur, si je prends biotech, medtech, et si j'ajoute, voire même santé numérique, et si j'ajoute nos big, on va dire nos 6 pharma. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et je crois qu'il y a eu un consensus assez global dans les institutionnels pour dire, mais jamais eu de pilotage. Jamais eu de pilotage, des tentatives sur une fraction de cette filière santé. On s'en souvient, c'est l'Avisan, qui avait été tenté par André Sirota à l'époque, qui a pu animer quelques acteurs publics, mais qui, parce qu'en France c'est comme ça que ça fonctionne, me semble-t-il, qui n'avait pas une fiche de mission, une feuille de route très claire, qui n'avait pas de moyens, et qui a été quelque chose qui a été manifestement difficile à faire vivre, et donc dont pratiquement la mort annoncée était publiée dans le rapport Gillet, de toute façon. Mais c'était un des points forts du rapport, mais c'était déjà un peu tiré sur l'ambulance, me semble-t-il. Donc pas de pilotage, et c'est très gênant, parce que ça veut dire très clairement, moi j'ai perçu que personne ne peut dire dans ce pays qui fait quoi en recherche en santé. Et ça, c'est quand même un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est un niveau d'information qu'il faudrait avoir de façon permanente. À la limite, on sait mieux aujourd'hui dire qui fait quoi dans le monde industriel, parce qu'on a ne serait-ce que pour exemple nos 6 pôles de compétitivité santé qui ont suffisamment aujourd'hui d'acteurs pour à peu près savoir à peu près tous ces acteurs et de leur situation et de leurs options. Mais en recherche, rien de tout cela. C'est remarquablement d'ailleurs bien vu, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus, pendant la phase Covid, qui a été quand même normalement, qui aurait dû être un révélateur fort de nos dysfonctionnements. Je rajoutais qu'au-delà, quand on a posé la question, la complexité des sources de financement, parce que là, on parle PLF, sur lequel j'étais rapporteur, mais les sources de financement, il y en a eu d'autres. Hein. Depuis le début des années 2000, pas depuis le rapport Juppé-Rocard, on a eu la mise en place des plans d'investissement d'avenir dans leurs différentes phases, 1, 2, 3, voire même 4. Hein. On a aujourd'hui, bien sûr, en cours France Relance, avec c'est plus de 7 milliards dédiés à la santé. Et derrière, un nombre d'outils que je ne vais pas épiloguer. Enfin, on pense l'ABEX, on pense ICIT, on pense à plein d'objets comme ça, on pense à plein d'appels d'offres, et une espèce de constellation assez effrayante, où on ne sait même plus vraiment le nombre d'appels d'offres qu'il y a par an. Donc aussi bien sur, je résume, sur la structuration, l'organisation, l'interfaçage des structures existantes, aussi bien sur le mode de financement, je crois qu'on est arrivé au sublime, c'est-à-dire à quelque chose d'une complexité telle qu'en tout cas, si je me mets à la place de ce que j'ai été longtemps, c'est-à-dire du chercheur de base, par exemple, qui cherche quelques contrats pour pouvoir travailler dignement, eh bien, bon, il a un outil ANR, mais derrière, il a aussi cette foultitude, j'allais dire, de structures pour lesquelles il est perdu, et même des chercheurs dans des cadres prestigieux. J'en ai eu au téléphone qui me disaient « Tu ne peux pas m'aider à aller essayer de récupérer de l'argent en France 2030 ». Moi, je ne sais pas faire d'abord, c'est pas mon job. Et puis ensuite, c'était quand même fou. Voilà. Donc, il y a cet aspect d'organisation nationale où,
tout du moins, il nous est apparu qu'il il était intéressant de mettre du lien et trouver un moyen de faire travailler les gens ensemble. Mais quand je dis les gens, je voudrais être bien clair, dans notre tête, c'est tous les gens. C'est-à-dire, il faut que l'ensemble de la filière soit associé à une co-construction de notre recherche en santé. Et cette recherche en santé, vous le savez tous, hein, elle est essentielle parce que c'est le point de départ de toute la filière. Aujourd'hui, dans l'innovation verte, c'est de là que ça part, c'est de là que les brevets se mettent en place, c'est de là que la Valo se met en place, que des entreprises se créent ou que d'autres se renforcent et qu'une économie se crée. Donc, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mot sur lequel on a gardé en ligne de mire pendant toute cette réflexion, c'est le mot co-construction. Co-construire nos choix avec l'ensemble des acteurs, recherche fondamentale, recherche clinique, recherche translationnelle, industrielle et patient. Ça, c'était un peu le premier objet un petit peu obsessionnel. Deuxième élément, peut-être phénomène de mode, j'en sais rien, mais je ne crois pas du tout. Et puis malheureusement, définitivement, je ne crois pas une seconde. C'est aussi réfléchir dans un contexte du moment, qui aurait dû être ce contexte depuis bien longtemps. Moi qui suis originaire scientifiquement de la génétique de la reproduction, quand on parle reproduction, quand je regarde fertilité, stérilité, je vois bien l'impact de l'environnement et les désastres en cours, dont on parle très peu d'ailleurs, mais ça c'est un autre thème. Enfin, ça veut dire que réfléchir à l'organisation de la biologie santé ne peut pas se faire sans réfléchir santé globale. Hein, le fameux One Health qu'on a tous à la bouche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas oublier la recherche en santé animale, à travers peut-être d'ailleurs ces industriels aussi, bien sûr, mais aussi à travers des structures comme l'ANSES, et puis on ne peut pas ne pas réfléchir aussi santé environnementale. Donc pour moi, l'occasion de cette réflexion, c'était ça, c'est de se dire, on est dans un 21e siècle qui est déjà bien compliqué, essayons de travailler dans une intelligence collective avec tout le monde. Voilà, et dans ce cadre de One Health. Donc, c'est ça l'essentiel du message porté, parce que, allons sur les termes du moment, le rapport Gillet, lui, préconise quelque chose de très différent. Il préconise la mise en place d'agences de programme. Alors, moi, je vais dire des choses très naïves, certainement, mais avoir une agence de programme dans beaucoup de champs disciplinaires, de la recherche, ne me pose pas de difficultés intellectuelles, parce que d'abord, ils sont très peu nombreux, ces acteurs, et puis il y en a toujours un qui s'impose. Si je fais de la recherche en informatique ou en intelligence artificielle, je vois bien que l'INRIA peut être le vecteur de la réflexion programmatique. Et ce serait même analyse dans bien d'autres secteurs. Chez nous, avec le nombre d'acteurs que nous avons, je vois la chose beaucoup plus difficile, si tant est en plus que je veuille vraiment embarquer tout le monde. Embarquer tout le monde dans cette réflexion qui, comme toute réflexion, doit aboutir, me semble-t-il, à des décisions qui doivent être des décisions collectives et des décisions, avec peut-être des choix. Il n'est pas obligatoire de penser, en tout cas, pas sur la charge fondamentale, mais dès qu'on est un peu à l'aval, d'avoir des choix forts à faire. Les industriels font des choix tout le temps. Ils se réorientent, ils arrêtent, ils mettent le paquet dans tel ou tel secteur. Il doit y avoir cette réflexion aussi posée. Donc, voilà un petit peu ce qui a bâti l'essentiel de ce rapport. Alors, on l'a diverti sur d'autres éléments, l'un sur lequel je n'interviendrai pas ce matin parce qu'on n'a pas proposé grand-chose, mais aujourd'hui, dans ces dernières années, on a des nouveaux outils qui se sont imposés. Je pense par exemple aux IHU. Les IHU, moi je n'ai pas de critique à en faire, moi j'en connais un petit peu que deux, donc, et me dit-on, ça tombe bien, c'est les meilleurs, c'est l'ICM et Imagine, mais c'est vrai qu'ils ont imposé un modèle différent. Ils ont imposé un modèle d'abord de liberté parce qu'ils ont suffisamment accès à ce que j'appellerais des fonds privés pour avoir une liberté matérielle et financière. Ils ont imposé une structuration qui couvre tout ou partie de la chaîne de valeur, de la recherche plus fondamentale jusqu'à l'incubation de projets d'entreprise. Et ils ont imposé même, j'allais dire,
Alors, il n'y a pas que les IHU, hein, je pense que Curie, je pense que les Pasteur font aussi ça parfaitement bien. Ils ont su imposer même un mode de valorisation qui me semble, dans tout ce que j'ai pu entendre, de très loin le plus efficace, parce que mandataire unique, parce que signature unique, parce que tout négocié en back-office, on ne perd pas de temps. Donc, on a aujourd'hui, à travers ces outils, à se poser la question de et le reste, comment on l'organise. On va 12 IHU sont partis, on verra bien, mais on va finir par très clairement avoir, en santé en tout cas, une recherche à deux vitesses. La recherche faite dans les IHU, la recherche faite en dehors des IHU. Donc il va falloir réfléchir à ça. On a ensuite nos modes de financement. Je l'ai déjà dit, je le redis, on a une agence nationale de la recherche qui, je trouve, a été, en tout cas, encensée n'est pas tel mot, même aujourd'hui, elle s'est vraiment imposée dans le paysage. Elle a eu des débuts, on sait tous, on s'en souvient, très délicats, mais parce qu'on avait mis tellement peu de moyens que forcément, elle ne faisait que des aigris. Bon, aujourd'hui, elle est en train de rattraper, j'allais dire, ce qu'on attend d'une agence de ce type-là, comme dans d'autres pays, comme l'Allemagne, c'est-à-dire un financement tout partie, on va dire, d'un bon tiers de projet. Donc, ça veut dire qu'elle fait sens. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de lui donner à elle aussi un pilotage plus élargi avec ce fameux mot dont on parle tout le temps depuis toujours, depuis des décennies, d'un guichet unique du contrat, de la recherche contractuelle, qui puisse, poussons le bouchon, qui puisse avoir un bon sable à l'entrée, et puis qui, à la limite, fait un go-no-go rapide, et puis après, si le go est donné, qui puisse s'orienter, finalement, pas forcément en toute transparence, parce que c'est pas ça qui est important, mais vers la bonne source de financement, et qui fasse gagner du temps à la recherche. Parce que cette supplique qu'on attend, elle n'est pas fausse, on le sait. Cette supplique du chercheur qui passe plus de temps à chercher de l'argent ou à remplir des justifications d'utilisation d'un contrat, il faut que ça cesse, il faut que ça s'organise différemment. On a un petit peu abordé, sans aller trop loin, en plus c'était dans un moment de changement de gouvernance, aussi l'outil HCRS, hein, l'évaluation. Je pense que cette réflexion sur l'évaluation, qui a beaucoup progressé elle aussi via l'HCRS, doit aussi continuer à progresser, à se simplifier, avec peut-être une capacité d'un peu plus de confiance aux acteurs. Et pour rentrer dans la caricature, j'avais regardé pendant cette phase d'audition le SAB d'un certain nombre d'IHU, en particulier, je pense à celui d'Imagine, et je me disais, mais qu'est-ce que peut apporter de plus une évaluation HCRS par rapport à la qualité scientifique du SAB qui déjà fait le job. Donc il y a peut-être mieux à fonctionner en termes d'outils évalués, et puis peut-être que pour des très grands outils comme ça, soit faire confiance, soit mettre à minima un reporter, j'allais dire, HCRS au sein du SAB, qui lui s'assure essentiellement d'une seule chose, de la qualité du SAB, et puis après, laissons les scientifiques faire le travail. Donc voilà, on a travaillé un petit peu sur des propositions qui sont très light, dont j'ai assez la sécurité qu'elles ne seront pas reprises, mais je trouve que je trouve que c'est bien dommage. C'est pas parce que c'est moi et d'autres qui ont contribué à ce travail, c'est que je crois qu'on est dans une situation, et j'aurais pu commencer par là, qui ne ménage plus, qui ne permet plus l'eau tiède. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce que l'effondrement des budgets de la recherche, et donc la recherche ambiance santé, c'est pas quelque chose de très neuf. La problématique de nos recrutements, c'est pas nouveau, mais ça s'améliore pas. D'aucuns des auditionnés ont comparé aujourd'hui, et surtout pour demain, le recrutement des chercheurs à celui des enseignants, c'est-à-dire que le métier est tellement attractif que déjà, tout en amont, on a beaucoup de gamins qui s'intéressent à la science, ça c'est déjà le premier point. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, aller vers les métiers de la recherche où on a besoin de monde, on va avoir de moins en moins de candidats. Et on va donc aller vers un appauvrissement parce qu'on a tout le problème qui n'a pas été abordé dans le rapport du tout sur le statut de la recherche et où on positionne le chercheur dans la société. Un chercheur comme un enseignant dans des sociétés voisines ou un peu semblables, c'est l'élite de la nation. Chez nous, c'est très compliqué. Il va falloir trouver une solution pour attirer les meilleurs, parce qu'on a besoin de l'élite de la nation dans ces métiers.
et leur donner de quoi vivre décemment. Enfin, vivre avec 2 fois le SMIC, un bac plus 18, quand vous êtes chercheur, fortiori en région parisienne, c'est juste inaudible, inacceptable, intolérable. Bon. Et les résultats sont là, donc j'aurais dû commencer par les résultats. Moi, je vais vous donner les chiffres que je vais partager avec vous, qui sont peut-être ceux que vous avez. Ça, les études sont ce qu'elles sont, et après, on peut toujours discuter des paramètres de l'étude. On sait bien faire. Quand nos résultats ne sont pas bons, on sait très bien remettre en cause l'évaluateur. Bon, enfin, en attendant, moi, il me semble me souvenir, quand j'étais jeune chercheur, soit c'était il y a longtemps, mais en santé, bon, on était peu ou prou 4e puissance mondiale si on se basait sur les publications et l'impact factor de ces publications. J'entends bien qu'on a eu depuis l'émergence de grands pays. Enfin, aujourd'hui, les dernières données nous situeraient sur le seul aspect publication à la 10e place. Et très sincèrement, ce n'est pas notre place. On ne peut pas accepter ça. Si on prend le mot innovation en santé, je n'ai pas les classements du passé, mais j'ai vraiment en tête le classement actuel, parce que pour moi, c'est un traumatisme. On nous donne 16e. 16e puissance en innovation santé. Si je regarde maintenant, et ça, ce sont des données récentes, puisque j'ai assisté à cette présentation il y a quoi, il y a un mois au G5 Santé, si je regarde cette fois-ci notre balance commerciale en santé, aujourd'hui, de la 4e, nous sommes passés à la 9e place. Donc là, je crois quand même que les indicateurs sont mauvais. Je pense que la situation est inquiétante, voire très inquiétante. Je le redis, dans un pays où j'ai cité le nombre d'acteurs, le nombre d'entreprises, bon, malheureusement, même à un tout petit niveau, encore hier, je reçois des alarmes, aidez-nous, parce que c'est vrai que l'année est très compliquée. Et on a quand même, je ne pense pas me tromper, je ne parle pas des chercheurs, je parle de cette fois-ci côté industriel, qui dépendent complètement de ce travail de recherche amont. Nous avons quand même quelque chose comme plus de 500 000 personnes qui travaillent dans cette filière. Et si ce n'est pas l'un des piliers économiques essentiels du pays, qu'est-ce que c'est? Donc, voilà pourquoi on a essayé de faire une proposition. Alors, je vais vous donner cette proposition. Elle est simplissime. Alors, je dois même l'avoir sur un papier quelque part là. Bon, l'idée, c'était de ne pas proposer une révolution parce qu'on n'est pas capable de faire de révolution et c'est peut-être pas forcément l'absolution. C'était de ne pas créer une structure. C'était de se dire, bon, déjà, la recherche en santé, aujourd'hui, elle est interministérielle. Et elle est définitivement interministérielle. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Industrie, il y a aussi le ministère de l'Agriculture. Ne l'oublions pas, parce que l'INRAE, et par la voix même de son président, s'impose de plus en plus sur le thème santé humaine. Et c'est important et intéressant qu'il en soit assis, parce que c'est un creuset, justement, de santé globale que ce doit d'être l'INRAE. On a bien sûr le numérique. Bref, on a vraiment aujourd'hui de quoi proposer une recherche en santé interministérielle. Je ne vais pas rentrer dans le juridique parce que là je suis totalement incompétent, mais on voit très bien qu'on pourrait rattacher ça directement à Matignon et monter donc on a trouvé même un label, on a parlé de direction interministérielle de la recherche et de l'innovation en santé. L'interministériel pourrait être aussi une façon, ça c'est l'ancien scientifique qui parle, peut-être d'avoir un peu plus de moyens qu'à travers le seul ministère de la Recherche, parce qu'on sait très bien que les enveloppes qu'il propose sont quand même malheureusement souvent limitées. Et aussi une façon de dire, oui, c'est important. Oui, c'est très important pour nous tous, pour bien sûr notre santé et pour notre pays et notre économie. Et donc, on y va. On y va et on se donne un objectif ambitieux, comme souhaité d'ailleurs par le président de la République. Moi, je n'invente rien. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails d'organisation de ce que peuvent être des cellules ou des agences, mais je vais juste terminer par un point. J'ai été pas traumatisé, quand même, mais enfin, à écouter certains industriels qui m'expliquent que aujourd'hui en France, dans certaines négociations pour une licence issue d'un brevet académique, on peut y perdre 2 à 3 ans de négociation. On est chez les fous. On sait tous ici la durée de l'innovation, combien de temps elle va être innovante.
et de me dire assez crûment, on continue. Alors, c'est pas vrai, je l'ai dit en introduction avec tous les acteurs, mais c'est encore vrai avec beaucoup d'acteurs. Prenons cet exemple-là. Le discours est de dire, écoute, nous, les licences, enfin, la Valo, on va les faire ailleurs. Parce que dans le pays d'à côté, ça prend 2-3 mois. Et on n'a pas de temps à perdre sur des discussions de marchands de tapis dans un pays où on ne comprend toujours pas, me semble-t-il, en tout cas pas assez, que la valorisation et le transfert, c'est un coût pour l'État, c'est de l'argent à investir dans l'économie. Et qu'aujourd'hui, j'ai trop d'acteurs qui me disent encore aujourd'hui, moi, je ne touche pas à ma structure de valo et de transfert parce que ça me ramène de l'argent dans mon établissement public. C'est un non-sens, c'est un faux sens, me semble-t-il, et c'est prendre vraiment le problème à l'envers. On a interrogé même des acteurs suisses. Dans le Fonds national suisse, il y a une grande partie, je ne sais plus si c'est un tiers ou un quart, mais peu importe, c'est une grande partie de l'argent mis par les confédérations qui n'est dédié qu'à la valo et le transfert. Pas au fonctionnement des laboratoires, mais uniquement à cela. Bon. Donc aujourd'hui, on a certainement trop d'acteurs, mais ce n'est pas à moi d'en décider. On a créé les SAT, dont le modèle reste certainement à être amélioré et effectivement, peut-être même à exister tout simplement parce qu'on voit la diversité de la façon dont elle fonctionne. Mais là encore, à un moment donné, il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix. On a juste, nous, effleuré ces thèmes-là parce qu'on n'est pas spécialiste. Je n'en suis pas spécialiste. Mais voilà. Donc l'idée, c'était ambition ou pas ambition. Si ambition, cette grande direction dans laquelle, peu ou prou, tout le monde se doit se retrouver représenté. Un creuset dans lequel on est un sourcing permanent et on a des structures pour le faire. On a des draries dans nos régions, on a des pôles de compétitivité pour la pôle industrielle, où vraiment en permanence, on a effectivement un lieu où à minima déjà on sait qui fait quoi, ce qui éviterait probablement de faire plusieurs fois la même chose dans différents endroits, et un endroit où on puisse donner des grandes indications de façon collégiale et s'assurer que si demain, et je vais finir là-dessus, je me pose la question en 2020, mais tiens, en fait, est-ce qu'on a une équipe de recherche en France qui travaille sur les coronavirus? Je ne perds pas trop de temps à avoir la réponse. Alors, bien sûr, il faut connecter à cette direction un certain nombre de cellules qui sont, on les avait préposées, hein, bien sûr, le COVARS, une grande cellule internationale, parce qu'il faut aussi faire ce travail de sourcing international. Bien sûr qu'il faut un grand conseil scientifique, bien sûr qu'il faut reconfigurer la HCRS. Bon, on garde, je dirais, une, 2, 3, 4, 5, une petite dizaine de cellules actives derrière connectées à cette direction, avec bien sûr un grand conseil scientifique qui regroupe, là encore, bien sûr, les acteurs du fondamental, du clinique et de l'industrie. Voilà un petit peu le sens de ce message. Je ne sais pas que sera le message transmis demain. Vous le savez tous, on ne va pas faire semblant de ne pas le savoir. On était plutôt dans l'idée d'une agence de programmation en santé au même titre que les autres champs disciplinaires à travers l'Institut INSERM que nous connaissions tous, dont j'ai été l'un des directeurs de recherche il y a déjà quelques années. Je suis perplexe, je ne le cache pas, je suis perplexe parce que d'abord c'était une ONR avec une vision d'ONR. J'ai peur un peu du repli sur soi, j'ai peur aussi du conflit d'intérêts, parce qu'avoir pilotage et être tout à la fois pilote et opérateur, parmi tant d'opérateurs, c'est compliqué aussi. Il me semble que l'Avisan via l'INSERM n'a pas été un succès. Il me semble que, je prends un autre exemple, que le plan France Médecine Génomique 2025, qui est un outil pour moi d'observation depuis bien longtemps, n'est pas un grand succès. Donc faire piloter ça par un seul établissement, il y a la nature humaine en plus derrière. C'est peut-être aussi le meilleur moyen de faire sortir les couteaux des autres acteurs, mais c'est aussi, et je le crains, un moyen d'oublier par trop le monde industriel. Voilà un petit peu mon message qui finalement a déjà été suffisamment long, n'est-ce pas Olivier? Et voilà un peu l'idée sur laquelle nous avons travaillé. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, parce que je vois encore 2 cartons, j'en ai encore en stock. Si vous nous envoyez un message avec votre adresse, nous ferons bien sûr le grand plaisir de vous envoyer ce rapport qui de toute façon est aussi récupérable sur le net.
et qui est extrêmement intéressant à lire. Et vraiment, merci de nous l'avoir brossé. Oui, je me faisais la réflexion en t'entendant. Il y a un roman que j'adore qui s'appelle Le Maître et Marguerite de Bulgakov. L'INSERM, ça me fait penser à la Maison des Poètes, la société des poètes qui était décrite dans ce roman au vitriol contre le système soviétique. Eh ben, j'ai l'impression qu'on a exactement la même structure au niveau de l'INSERM. C'est une espèce de truc de grosses meringues qui ne prend pas beaucoup de décisions et qui a plus pour vocation à exister par elle-même que à servir le pays. Enfin, ça, c'est une réflexion personnelle. Mais je vous invite à relire le livre pendant les vacances de Noël parce que vous allez vous apercevoir que c'est une critique qui de plus en plus peut s'appliquer à un système administratif français. Alors, on va passer à la séance des questions-réponses. Donc, vous mettez vos mains, vous allumez vos mains, vous savez, les petites mains jaunes qui sont dans la barre d'outils, et je prends les questions dans l'ordre des mains levées. Je ne doute pas, par exemple, que Jacques Biot va nous en poser une tout de suite. C'est marrant, moi non plus, j'en doute pas. J'arrive. Hop. Pardon pour l'attente. Oui, Philippe, et merci comme toujours. Bon, si on regarde la recherche en santé, au fond, je me dis qu'il y a les deux extrémités de la chaîne qui sont un peu bloquées. Bon, l'Agence d'innovation en santé, on voit bien qu'elle pourrait être un facteur d'accélération d'accès des patients à l'innovation. Bon, c'était peut-être l'espoir un peu, j'allais dire, je ne sais pas si Lise est connectée, mais c'est certainement l'espoir de ceux qui ont poussé pour la création de l'Agence d'innovation en santé. Jacques, je vais juste parce qu'effectivement, forcément, dans mon flot verbal absolument pas organisé, j'ai oublié, bien sûr, de parler de l'AIS. Si tu veux, l'idée pour éviter justement de reconstruire ou de construire encore un nouvel outil, un nouvel organisme, une nouvelle structure, une nouvelle direction, j'aurais pu le mentionner quand même parce que ça a été aussi un fil directeur de notre réflexion. J'espère que Lise n'entend pas parce que je vais essayer de la faire rougir un petit peu, c'est que partout où je suis allé, en tout cas, tous les acteurs auditionnés qui ont eu affaire déjà à l'Agence d'innovation santé, plutôt bien sûr dans le downstream que bien sûr au niveau recherche fondamentale, nous ont donné dans cette première année de vie que des échos ultra favorables. Ça, c'est le Exactement. premier. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans notre métier, c'est plutôt rare. Ouais. Voilà. Et deux, bon, moi, j'ai considéré que c'était que Luxis avait quand même abouti à ça, que c'était quand même une bonne nouvelle parce que c'était demandé par beaucoup de monde. Je trouve aussi que par contre, là encore, on est au milieu du chemin. C'est-à-dire qu'on fait une structure, on lui donne le minimum de moyens. Voilà. Et puis, je vais être très trivial, démerdez-vous. Bon. Je pense que c'est à partir de l'AIS que, pour moi, ce que j'ai proposé, qu'il nous faut bâtir l'étape d'après. Je suis très surpris, il faudra m'expliquer pourquoi, parce que si on ne veut pas que l'AIS s'intéresse de l'amont, je ne vois pas pourquoi, dans la bouche même de notre président de la République, il la mentionne comme acteur de la réflexion sur l'organisation de la recherche en biosanté. Il faut m'expliquer. Donc, avoir à travers l'AIS reconfiguré avec de nouveaux moyens cette structure de pilotage global qui puisse aller effectivement de l'amont à l'aval, ça me paraît très très intéressant. Voilà. Excuse-moi, Jacques, de t'avoir coupé. Non, mais bon, on va tout à fait dans le même sens. Et alors, mon deuxième point, c'était qu'au fond, donc, on a cette souffrance sur l'accès du patient à l'innovation et on a une souffrance, je pense, sur la conduite stratégique. C'est-à-dire qu'au fond, je regarde, il y a à peu près dans l'ICD-11, je crois, 17 000 codes de diagnostic. Il y a 85 000 identifications de situations pathologiques, 17 000 codes de diagnostic. Personne ne fixe de priorité parmi ces différentes pathologies. Et tout ce qui est, c'est pas vrai seulement pour la France d'ailleurs, mais au fond, tout ce qui est recherche en santé a tendance à être très bottom-up. C'est-à-dire qu'on a un chercheur qui a une invention géniale et qui va s'appliquer à mettons, des 8000 maladies orphelines ou qui va s'appliquer à… Et brusquement, cette affaire-là devient prioritaire. Je me souviens d'un de mes clients que j'aimais beaucoup, américain, qui disait toujours they're bullying me, en parlant du gouvernement français, parce qu'on lui refusait un prix de 1 million d'euros par an et par patient sur une maladie qui allait avoir quand même beaucoup de patients.
et la question de savoir comment on fixe la priorité de la dépense de santé publique. Et donc, j'allais dire, la recherche théoriquement, c'est la dépense de santé publique de dans 5 ans, 10 ans. Bon, si on était, alors on est en démocratie, donc personne ne songe à 5 ans, 10 ans. Moi, je suis très actif en Chine, je vois le progrès absolument fantastique des Chinois, plus seulement dans les télécoms et dans l'informatique, mais en matière de biologie. Ils viennent de sortir une thérapie génique sur les surdités congénitales, une autre sur l'autisme. Ils ont 3 monoclonaux dans le cancer qui sortent, qui sont FDA approved. Enfin, ils sont maintenant au meilleur niveau en matière de biologie, ce qu'on n'anticipait pas. Et je pense qu'il y a une stratégie délibérée conduite par le gouvernement consistant à dire, voilà, la recherche, elle est libre. Moi, je vois fonctionner la recherche chinoise. Elle est très libre dans ses choix, elle est aux frontières de la science, mais on leur demande quelles sont les applications potentielles et on les guide. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas avoir une sorte de Chief Scientific Officer, tu vois, une espèce d'Anthony Fauci, qui serait là pour quand même guider un petit peu les moyens de la recherche vers ce qu'on considérait comme des priorités de santé publique et qui dirait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas toujours de vaccin contre le palu, pourquoi est-ce que, enfin bon, qui reviendrait sur un certain nombre de grands sujets de santé publique qui ne sont pas traités. Merci pour ta présentation. Écoute, ça fait partie des propositions que nous faisons, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est un pays étonnant où bon, on sait très bien que la décision, la présence du scientifique dans la décision de l'exécutif est quasiment, enfin, n'existe pas. J'avais proposé, parce que j'avais trouvé par une combine la possibilité de faire venir Francis Collins, que chacun d'entre nous connaît bien et dont on sait le parcours, qui a été longtemps finalement cette sorte de CSO même d'Obama à un moment donné, et qui avait au moins pour vertu d'ouvrir l'oreille du président en permanence sur là on ne peut pas passer à côté, là on ne peut pas passer à côté. Nous, on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça, donc je ne sais pas ce qui va être proposé demain, parce que quand j'entends parler d'un Conseil national de la recherche, je me dis, tiens, peut-être qu'émanera de ce Conseil national justement ce grand CSO dont nous avons besoin pour alerter en permanence le politique sur ce qui se passe. Tiens, là, il y a une innovation de rupture, il faut y aller, il faut y mettre le paquet. À un moment donné, il faut faire on est 67 millions d'habitants, il faut faire des choix. Et ces choix, il faut les faire, et puis il faut les faire porter, il faut les faire porter en haut lieu. Aujourd'hui, pour paraphraser quelqu'un que nous connaissons tous bien, qui est Jean-François Delfrécy, on a une prise de décision qui est faite par des gens qui sont certainement très très brillants, même dans le domaine scientifique, mais qui ont tous un profil plutôt, puisqu'on aime bien taper dessus, allez, j'en rajoute, plutôt ENA et pas de scientifique dans la codécision. Donc il faut organiser effectivement à partir de cette restructuration le portage du message par le haut, et donc du coup les décisions qui en découlent et qui sont des fois des décisions difficiles. Alors c'est compliqué parce que on est toujours partagé en recherche, on le sait tous, hein, par cette nécessité sur le très fondamental de rester le plus large possible, parce que je ne pense pas que Charpentier et Doudna pensaient immédiatement en bossant sur cette espèce d'immunologie bactérienne qu'elles allaient aboutir à des outils de réparation génique dans les maladies rares. Je ne pense pas. Donc on voit très bien qu'il faut continuer à arroser l'excellence en amont la plus large possible, ne pas oublier que cette excellence en amont est de plus en plus par essence multidisciplinaire. C'est pour ça que le CNRS a aussi un rôle très intéressant à jouer, parce que bon, les techniques médicales de demain, moi je ne suis pas spécialiste, mais on ne les connaît pas aujourd'hui, mais elles sont certainement à l'interface de beaucoup de choses. Donc, et par contre, oui, organiser le portage du message. Moi, je voulais faire rencontrer, mais c'était un peu pieux, hein, j'ai fait passer le message, je n'ai jamais eu l'ombre d'une réponse, mais on m'avait proposé de faire venir Francis Collins à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et lui expliquer un petit peu la façon dont le message scientifique était porté à l'oreille du président américain. Bon, peut-être pas forcément de tous les présidents américains, mais ça, c'est pas grave. On aurait pu faire venir aussi Fauci ou des gens comme ça. Mais c'est important mais nous, rien de tout ça. Rien de tout ça. Hein. Multidisciplinaire et international aussi. Je pense que, enfin, on voit quand même beaucoup de chercheurs, je pense à Jean-Pierre Bourguignon en maths, qui s'élèvent, je veux dire, on en voit d'autres, qui s'élèvent contre The Guild, hein, aussi, toute la réunion des grandes universités, qui s'élèvent contre les blocages qui s'élèvent du fait des raisons géopolitiques dans le contact entre scientifiques.
Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait une science du plus haut niveau et qui soit ouverte sur ce qui se passe dans d'autres pays. Ouais, tout à fait. Complètement d'accord avec toi, Jacques, comme toujours. Alors, question suivante. Est-ce qu'on a une question je suis étonné qu'Anne de Dan et que Annelise ne nous pose pas de questions par rapport à… Ah ben voilà, je n'ai pas fini de prononcer. Annelise, je te laisse la parole, bien sûr. Merci, Monsieur Bertha, pour cet exposé extrêmement intéressant et surtout pardon, et pour la passion que l'on sent toujours en vous pour la recherche scientifique. Votre remarque à propos de l'Avicenne m'a particulièrement interpellée. À quoi est-ce que vous attribuez l'échec de cette initiative qui, lorsqu'elle a été placée sur les fonds baptismaux, apparaissait comme quasiment la solution pour améliorer les relations entre recherche publique et recherche privée? Ah, Philippe, tu es en mute. Mute, pardon. Mute. Oui, c'était pour vous épargner le bruit de la machine à café. Là, pour le compte, je suis peut-être un petit peu trop jeune, mais bien, ça peut arriver encore, pour bien comprendre ce qu'avait été l'Avisan et sa vision. Bon, moi, je vais vous dire un peu ce que j'ai intégré pas comme information, mais ce que j'en ai entendu dire. Je fais du on-dit, c'est jamais très très bien. Bon, ça a été d'abord une volonté forte d'André Sirota. André Sirota, ancien du CEA, enfin bon, les Sirota on connaît, qui était des grands présidents de l'INSERM. On va le dire, quelqu'un à poigne, qui était capable de fédérer, d'entraîner de façon assez tonique autour de lui. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que l'Avisan, dans la vision que j'en avais, mais je sais que, par exemple, il y a eu une réunion à Visan il y a encore quelques mois. J'en ai discuté avec une des représentantes qui est du côté recherche clinique, qui était la représentante côté recherche clinique issue de la PHP. Elle m'a dit on était 3. Bon, ça veut dire que déjà, c'était une structure sur la bonne volonté des uns et des autres. Et avec un cadre tel que je l'ai compris, pas très défini. Même, j'allais dire, pas d'officialisation pour cette alliance, réellement. Donc, pas d'obligation de présence, et donc quelque chose qui s'est un petit peu délité au fil des années, et qui, par contre, à ma connaissance, n'avait pas… Alors, c'est déjà bien que ça puisse se faire entre eux, hein, mais je ne suis pas sûr exactement de la composition de la vision. Si quelqu'un la connaît, je suis preneur. Mais je ne suis pas bien certain que c'était un espace de co-construction global, comme je l'ai dit en introduction sur notre réflexion, c'est-à-dire recherche fondamentale certainement, mais qui irait jusqu'à des associations de patients, je ne crois pas. Donc, il y a eu une volonté, la volonté d'un homme qui a été reprise par ses successeurs, mais qui n'étant pas finalement une structure, parce qu'en France on marche à la structure officielle avec à un moment donné il faut un chef qui puisse dire voilà, donc c'était certainement une zone d'interface intéressante, mais qui n'a jamais été dans l'opérationnalité réelle, et donc qui n'a jamais pu influer, me semble-t-il, sur ce qu'on m'en a dit sur le cours des choses. Alors, question suivante. Alors moi, j'ai une question. Tu sais, notre appétence pour la région, les territoires. On a beaucoup de choses qui sont mises en place dans les territoires. Il y a des expériences et des réalisations assez intéressantes. Alors, il y a les IHU, bien sûr. Toi, tu en connais 2 qui sont bons. Moi, j'en connais qu'un seul, si tu veux. C'est celui du Savant de Marseille, mais ça, c'est autre chose. Mais à côté de ça, il y a quand même une richesse dans les territoires. Comment on fait? Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse mettre en lumière ces territoires et puis surtout leur donner les moyens d'agir dans le cadre de ton plan? Alors, j'ai pas beaucoup abordé, moi, l'aspect territorial.
déjà, bon, le travail qu'on fait, je pense, insuffisamment, même, et pourtant avec l'HCRS, on pourrait le faire mieux, c'est déjà un travail d'évaluation et toujours chercher le modèle. Et, je crois que sur les IHU, pour l'instant, on n'a pas défini un modèle en prenant le meilleur des actions menées ici ou là. D'ailleurs, il me semble aussi toujours important que ce sourcing soit aussi fait à l'étranger, parce que cette capacité dans notre pays à toujours vouloir tout réinventer, se croyant probablement meilleur que les autres, c'est un petit peu, un petit peu fatigant. Donc, il faut trouver effectivement, regarder à l'échelle régionale. Après, il faut définir le mot régional. Je suis gonflé de dire ça parce que j'ai quand même commis la création d'une petite université, la plus petite de France, à Nîmes. Mais ça, c'est autre chose. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas continuer à faire de la recherche par rapport aux exigences de la recherche en santé. On aurait pu aussi parler de cela, qui, je pense aux exigences ne serait-ce que déjà matérielles et financières, qui ont explosé. Enfin, moi, je cite toujours mon exemple personnel parce que moi, je sais que je ne me trompe pas et qu'il y a encore quelques mémoires. Je suis d'une génération où en 1990, on pouvait faire un papier, une lettre dans Nature avec quelques PCR et puis quelques techniques de SSSP-PCR pour chercher des mutations. Aujourd'hui, le coût de la recherche en santé, parce qu'on est passé de l'objet unique au multi-objet, bon, c'est tarte à la crème tout ce que je raconte, aux omics, etc., fait qu'on a besoin de grandes plateformes, de grands moyens. On aurait aussi besoin, j'allais dire, de partenariats publics-privés d'une autre tenue et d'un autre niveau. Donc, on ne peut pas continuer à utiliser la recherche, a fortiori en santé, comme un outil d'organisation du territoire. On sait pertinemment qu'on a, alors, je ne sais pas le chiffre, moi je n'ai pas regardé ça particulièrement, mais on a une dizaine, mettons, d'universités qu'on avait même définies intensives en recherche. Bon, il y a une structuration à faire là autour, évidemment. Ça n'empêche pas les petites universités d'essayer de se trouver quelques petites niches, mais ça ne sera pas à ce niveau-là des besoins en recherche en santé. Après, l'outil IHU, je ne sais pas comment. Il y a même pire, j'ai même découvert finalement une sorte d'IHU-like. Et c'est peut-être ça aussi à réfléchir hors mur. Ça existe aussi. J'ai eu cette audition avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est de mémoire Alexandre Loupi, qui est un des tout bons qui a fait beaucoup parler de lui sur la greffe, en particulier la greffe rénale, et qui a fait un papier retentissant là encore dans Nature. Et donc, il n'a pas voulu aller à la création de l'IHU. Donc, il a fait un IHU Mur où, pour l'instant, finalement, il incube un projet d'IHU quelque part, avec des collaborations, avec un conseil scientifique, et pas forcément pour le compte d'ailleurs monocentré sur une géolocalisation précisée, puisqu'il m'a avoué des collaborations très fortes, je sais pas, avec Toulouse, alors que lui-même est basé à Paris. Donc, il y a peut-être, à travers ces expériences-là, des modèles donc à laisser vivre un petit peu, à évaluer, et essayer de trouver comment coordonner ce qui n'est pas IHU par un autre moyen. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Là, je parle un petit peu dans le vide. Hein. Ça me fait penser un petit peu. Ça me fait penser, je ne suis pas vraiment du coq à l'âne, mais ça me fait penser, parce que j'ai tellement vécu ça douloureusement, aux lois de bioéthique, au fonctionnement du Comité Conseil national d'éthique, qui à un moment donné s'est dit bon, notre Cénacle rue de Bellechasse, c'est bien. Il y a des gens ultra brillants, mais c'est quand même intéressant d'aller chercher, bien sûr, dans une organisation territoriale. C'est comme ça qu'ils ont créé les espaces régionaux qui alimentent, bien sûr, la réflexion nationale. Donc, il faut, je pense qu'à l'échelon régional, il faut s'organiser, et cette organisation, elle doit aussi être multi-établissement. Je ne dis pas organiser une direction régionale, je ne sais plus comment elle s'appelait, CNRS d'un côté, une DR CNRS, une DR INSERM, etc. Non, il faut faire casser tout ça. Il faut vraiment casser tout ça. Et puis, bien sûr, aussi, il y aura matière ou pas, même à l'échelon local, en permanence, associer les industriels, toujours. Et puis, bien sûr, nos CHU locaux. Donc, voilà, je pense qu'il y a les bioclusters, on va voir. On voit très bien qu'aujourd'hui,
on nous présente le grand Trocopole Saclay. On veut manifestement y regrouper quand même l'essentiel des moyens, ou alors j'ai pas bien compris. Bon, comment on fait le reste, comment on fait fonctionner. Bon, je ne vais pas revenir sur l'IHU de Marseille. Bon, ça c'est une. Non, c'était une blague. Oui, c'est une blague, mais voilà, c'est une blague qui est inquiétante. Comment on a pu laisser dériver comme ça, quoi. Enfin, ça, par contre, il y a des vraies problématiques de gouvernance à un moment donné à se poser. Mais c'est la France, monsieur. Oui, c'est la France, mais ça a été dramatique pour beaucoup de monde et en particulier beaucoup de malades. Oui. Alors, question suivante, on a Younes qui veut nous la poser. Younes, tu as la parole. Oui. Alors, je ne sais pas si vous me Si, c'est bon. voyez, entendez bien. Ouais. Alors, j'avais 2 questions. La première, c'est au-delà des aspects structurels, des défauts que peut avoir la recherche française, est-ce que vous avez noté un problème au niveau humain à savoir, on a des carrières de chercheurs qui ne sont plus très attractives et on n'arrive plus à attirer des chercheurs de haut niveau en France, ce qui ferait également que ça ralentit finalement la recherche en français. C'était ma première question. Et ma deuxième question, pour essayer d'être un petit peu optimiste, la recherche française a quand même des atouts. Est-ce que vous avez senti des exemples, des cas d'école dans les différents entretiens que vous avez menés qui feraient qu'on arriverait à trouver localement des modèles de recherche et de valorisation qui mériteraient d'être mis un peu mieux en lumière? Bien, très 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 bonne question tout ceci. Oui, parce que heureusement, dans ce secteur, comme dans tous les secteurs, ça commence par les acteurs, par les femmes et les hommes qui s'y engagent. On a un vrai problème. Bon, je l'ai dit, je l'ai écrit. Là aussi, ça n'a pas débouché parce que je voulais des réflexions. On a un problème de vivier qui va devenir terrible. Je rappelle juste pour mémoire, puisque ça avait été d'ailleurs bien reporté par Serge Haroche et ses collègues dans la dernière livraison du mois d'octobre de la recherche. Ouais, moi, je sais à peu près tout ce que je dis maintenant, je n'ai plus beaucoup de temps, mais je crois que le niveau scientifique de notre jeunesse, à l'entrée en 6e, on est avant-dernier pays de l'OCDE, juste avant le Chili. Donc on voit bien que là, il y a un épuisement déjà qui se fait naturellement, mais de façon plus globale, surtout les métiers industriels, etc. Et qui est très inquiétant parce que là, on parle de richesse pour le pays, on parle d'économie et on parle de niveau de vie pour chacun d'entre nous. Sur le métier de chercheur, je ne crois pas qu'on puisse continuer comme ça. Je ne crois pas qu'on puisse continuer comme ça. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de solution. Je rapporte toujours l'exemple, parce que cet exemple avait été donné il y a déjà fort longtemps. Et il me semble avoir compris que quand on a créé les CHU, quand on a voulu attirer les médecins libéraux vers le monde hospitalier, on a créé ces statuts un peu étonnants qui ont encore fait parler d'eux dans la réforme des retraites, qui est la bi-appartenance. C'est-à-dire qu'on n'était plus que médecin, on était effectivement médecin, c'est-à-dire praticien hospitalier, mais aussi universitaire. Et ça permettait comme ça, finalement, en cumulant 2 salaires, d'arriver à quelque chose d'attractif. C'est, je crois, fin des années 50 où ça s'est mis en place. Et ça a eu du succès. Ça a eu du succès. Donc, qu'est-ce qu'il faut inventer aujourd'hui pour rendre attractif le métier de la recherche? Parce que les métiers de la recherche, il faut dire la réalité. Moi, j'ai co-présidé justement avec Manuel Tenon de Lara et Philippe Mauguin l'une des 3 missions qu'on préparait à la loi de programmation pour la recherche. Les chiffres, ils sont là. J'ai eu encore une petite altercation avec notre ministre à ce sujet-là parce qu'elle ne reconnaissait pas ces chiffres, qui étaient pourtant les chiffres de son ministère. Âge moyen de recrutement, 34 ans. Bac plus 18. Enfin, quelque chose comme ça, 34-35 ans. Niveau de recrutement, un peu plus de 2 fois le SMIC. Pour ceux qui vont être recrutés, c'est-à-dire pour très peu d'entre eux. Et possibilité de progression très limitée, parce que grille de la fonction publique, parce que indiciaire, donc on a mis en place, on a bricolé des systèmes de primes. Et je ne vous parle même pas de la problématique des retraites pour ces pauvres chercheurs en particulier.
ou enseignants-chercheurs pour tous ceux qui ont fait leur thèse dans les années 80-90 jusqu'au début des années 2000, puisqu'on s'est aperçu avec retard qu'on était sous un système de libéralité, donc même les bourses d'État ne faisaient pas cotiser. Donc ça veut dire que pendant toute leur carrière, vraiment ces gens-là ont été maltraités. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on considère que ces métiers doivent attirer une forme d'élite? La réponse, elle est oui ou elle est non. Si elle est oui, il faudra vraiment mettre sur le papier et comment on fait. Alors, après, je ne veux pas être que négatif parce que sinon on se tire une balle et puis on laisse tomber. Mais ce n'est pas dans ma nature et je pense que c'est dans la nature d'aucun d'entre nous. Donc, il faut donc réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a des secteurs qui échappent un peu plus au marasme que d'autres? Oui, très clairement. Très clairement. Il y a des secteurs, l'oncologie en est un. D'ailleurs, quand j'interroge ici dans mon bureau à l'Assemblée le nombre d'industriels que je vois passer, quand je leur demande, je parle aux industriels étrangers en particulier, pourquoi vous êtes encore en France, souvent le mot crédit d'impôt recherche qui sort, mais ce n'est pas l'objet de la discussion, mais c'est aussi pour la qualité de la recherche et c'est souvent pour l'oncologie. Il ne faut pas se le cacher. Mais est-ce que ce n'est pas parce que derrière le mot oncologie, finalement, il y a des structures qui ont trouvé une façon de fonctionner, peut-être un peu borderline, un peu différente, qui font qu'aujourd'hui, elles continuent à avoir cette visibilité à l'international que d'autres secteurs ont encore, mais peut-être pas de façon aussi forte. Et pourquoi? Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que finalement, les structures qui s'en sortent le mieux, on va me prendre pour un vieux libéral que je ne suis pas forcément toujours, mais les structures qui s'en sortent un peu mieux, c'est celles qui ont pu se libérer un petit peu de la contrainte étatique. Je m'entends. Si je vais à l'Institut Curie, chose que je n'ai pas encore faite d'ailleurs, j'aimerais bien le faire, mais là je suis invité à Gustave Roussy, donc je ne peux pas aller partout, mais moi qu'est-ce que j'ai compris? Ou si je vais à l'ICM, là j'y suis allé, je peux en parler, qu'est-ce que j'ai compris à l'ICM? À l'ICM, j'ai compris qu'en fait, ils avaient réussi à mettre en place un système où, même si malheureusement, là aussi, on n'est pas très bon en France, mais ça c'est autre chose, et j'espère que ça sera pas perçu ce week-end pour le Téléthon. On n'a pas un caritatif qui fonctionne à l'anglo-saxonne, on le sait bien. Moi, j'ai vécu le système anglais 2 ans, j'étais dans un institut qui était 100% financé par le caritatif. On ne peut pas faire mieux. Bon, nous, on n'a pas. Mais enfin, en tout cas, cette manne caritative que certains instituts ont réussi à avoir leur donne déjà une liberté par rapport aux institutionnels qui sont aussi, qui participent aussi, et qui d'ailleurs sont nombreux, parce que vous avez l'INSERM, vous avez le CNRS, vous avez l'université, vous avez le CHU. Tout ça, ça fait partie de la difficulté, qui est une difficulté de nos métiers spécifiques à la santé. Mais, de par le fait qu'ils aient une portion de liberté, d'indépendance financière, le dialogue qu'ils vont avoir avec les institutionnels n'est plus le même. Les institutionnels sont autour de la table, soit, mais comme d'autres. Et finalement, c'est bien l'Institut qui prend ses décisions. Et cet Institut prend ses décisions jusqu'à la valorisation. Moi, ils m'ont dit, nous, on n'a aucun problème de valo, Philippe. Tu sais, nous, on signe, c'est nous qui signons. Les négociations, le back-office avec les institutionnels, avec le CNRS, avec l'INSERM, avec le CHU, avec l'université auquel on est rattaché, c'est fait depuis longtemps. Toi, tu prends 20%, toi, tu prends 20%. Et puis, après, exit. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui signons. Et donc, on a des signatures qui se font très, très vite. Donc, tout ça me fait dire qu'on a parmi nos modèles des modèles qui ont su bien travailler. Je suis un peu inquiet, même si je n'ai pas suivi ça de très près, je ne vais pas parler des choses que je connais mal, mais enfin, de temps en temps, j'ai rencontré encore récemment un directeur d'un des futurs, enfin, d'un des IHU fraîchement labellisés, qui lui m'a fait partager son angoisse parce qu'ils n'auront pas le statut de fondation, si j'ai bien compris, dans son discours. Et donc, la possibilité de faire entrer de l'argent caritatif, ce qui peut très bien se faire aussi à une échelle régionale. On peut très bien embarquer des donateurs régionaux, que ce soit des industriels, mais aussi même la population. Vous prenez l'argument, si vous m'aidez, on va faire revenir des grands cerveaux en France, ça peut emballer les gens. Eh bien, on ne va pas leur donner cette possibilité-là, ce qui fait qu'ils risquent d'être peut-être plus en difficulté que la première génération d'IHU créés. Donc, il faut poser ces questions-là. On tourne autour de pot depuis trop longtemps. Moi, je me souviens de cette phrase de Yazdan, notre président de la NRS-CMIE, qui a fait partie parmi mes derniers auditionnés. Philippe, c'est la catastrophe.
on va bientôt plus avoir de candidats pour venir dans les métiers de la recherche. Et ça, je le crois avec lui. Et donc, il faut trouver des solutions, et vite. C'est des métiers principaux. On en a besoin parce que tout découle du reste. Enfin, tout découle de cela, pardon. Tout le reste en découle. Et il faut réfléchir. Je crois, même de l'avis de ceux qui ont été à la manœuvre à l'époque, là je parle du début des années 80, que nous avions auditionné dans un autre contexte, dans celui de la loi de programmation pour la recherche, que la fonctionnalisation qui s'est mise en place à cette époque-là, qui a été applaudie par tout le monde, peut-être que tout le monde-là n'avait pas vu les contraintes de ce que c'est qu'une grille de la fonction publique, et qu'à partir de là, moi, on m'a expliqué, je ne suis pas non plus spécialiste de RH, mais on m'a expliqué qu'on ne pourrait pas toucher à l'indiciaire parce que c'était touché à l'indiciaire de l'ensemble de la fonction publique. Et donc, on se retrouve dans des structures très contraintes où, je ne sais pas, j'ose imaginer que si, par exemple, à l'époque, plutôt que de créer des EPSCP, des EPST, on avait créé que des EPIC, on aurait peut-être pu travailler différemment. Et puis peut-être que, justement, cette culture de l'amont qui va vers l'aval eût été meilleure, en tout cas, même si elle a beaucoup progressé, ce sera imposé beaucoup plus vite. Mais ça, c'est moi qui le dis. Alors, en attendant la prochaine question, j'en avais une à te poser sur ta remarque sur le One Health. On a fait, je sais que Niels est très, très, très impliqué sur le One Health. On a même monté un do-tank qui s'appelle France for One Health. On vient de faire un colloque qui est le second sur le sujet. Et on s'est aperçu de choses qui sont quand même des choses assez extraordinaires. Sur la simple gestion du One Health, on a 11 ministères et 30 directions centrales de l'administration qui sont concernées. On vient de se commettre d'ailleurs d'une tribune avec un autre do-tank qu'on a créé qui s'appelle les électrons, où on dit que c'est très bien tout ça, mais il y a des PRSE, il y a des PRS, il y a des SNS, il y a des PLFSS, il y a tout ce qu'on veut. Rien n'est mis on va dire en cohérence. Et même par rapport à ça, toi, tu arrives avec cette idée de recherche One Health, que je trouve absolument excellente et tout à fait importante à mettre en place. On a déjà le problème sur la mobilisation des acteurs de santé. Comment on va faire pour mobiliser en plus les acteurs de la recherche à l'intérieur de tout ça? Parce que ça devient une vraie usine à gaz, alors que c'est une des priorités du président de la République. Et que, je ne sais pas si tu l'as, mais j'ai eu la chance d'avoir, enfin la chance, je ne sais pas si c'est la chance, le nouvel organigramme proposé pour la DGOS, donc la Direction Générale de l'Offre de Soins, qui est une catastrophe. Il n'y a même pas cité le nom de One Health à l'intérieur de la DGOS. Donc, il n'y a pas un responsable, une ligne qui soit tirée pour faire part de ce projet présidentiel. Donc, comment tu vois tout ça se mettre en place? Parce que ce que tu dénonces au niveau de la recherche, il est d'une certaine manière, il est partout. Tout est en train de craquer et il va falloir qu'on remette les pièces du puzzle dans le bon sens, mais le puzzle, il est en 3 dimensions, il n'est pas simplement en 2 dimensions. Ouais, alors je savais bien que la question, c'est pas à 1000 euros, là, c'est à quelques milliards d'euros, viendrait de toi, celle à laquelle j'aurais vraiment pas la réponse. Moi, je n'ai pas de solution pour l'instant. J'ai juste de l'observation. Je vais essayer de me décaler de ta question pour essayer de trouver quelque chose à dire. Moi, je vois deux observations. Aujourd'hui, les principaux acteurs, en tout cas sur la recherche en santé, One Health ou pas, se doivent d'être, enfin en tout cas sur le papier, sont affichés comme étant 1, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, et 2, le ministère de la Santé. Sont-ils vraiment si acteurs que ça à l'instant T? Aujourd'hui, on est.
je sais que j'ai eu cet échange avec Manuel Tenon-de-Larac, qui, forcément, en tant qu'ancien président de France Université, ne boit pas mon propos. Mais aujourd'hui, être ministre de l'enseignement supérieur, j'ai bien dit de l'enseignement supérieur, j'ai enlevé le mot recherche, c'est certainement, très clairement, un boulot plus qu'à plein temps. Ou en tout cas, on voit bien que la recherche, si on essaie de se remémorer les décennies passées, on n'a jamais vraiment su où la mettre d'ailleurs, maintenant quand on y pense. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui aurait dû nous inquiéter depuis toujours. La recherche, c'est une espèce de sucette. Une fois, on va mettre ça, c'était gonflé comme choix, le fait de mettre ça avec l'industrie. Puis une fois, on met ça à l'enseignement supérieur, ça c'est plutôt classique. Puis une fois, on va créer un secrétariat d'État, dont on ne se souviendra même pas du nom du secrétaire d'État. Donc on a un problème de positionnement parce qu'on ne l'a jamais considéré dans sa pleine dimension et dans son importance. Et aujourd'hui, un ministre ou une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, son problème c'est la vie étudiante, c'est les moyens pour les universités, et ça c'est un gros travail. Donc est-ce que finalement, et c'est bien sûr le problème de l'éducation finalement au sens large. Je prends le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, je ne vais certainement pas blâmer les ministres que je regarde là depuis 7 ans. Hein. Leur problème, c'est quoi? C'est 1, déserts médicaux, 2, réorganisation hospitalière. Ce qui fait que finalement, la recherche au ministère de la Santé, je extrapolerais même peut-être jusqu'aux médicaments. Aux médicaments, ça ne peut pas être leur priorité. Ils n'ont pas le temps, c'est comme ça. On prend toujours cet exemple parce que c'est des choses que j'ai découvertes, parce que je suis tellement naïf, je ne connaissais pas tout. Moi. Je prends l'exemple de la contribution du ministère de la Santé sur le fonctionnement d'un institut qui est quand même le leur, qui s'appelle l'INSERM. Et je pense que vous savez peut-être que depuis toujours, même si l'un des 2 tutélaires de l'INSERM est bien sûr enseignement supérieur recherche, mais aussi santé, le ministère de la Santé n'avait jamais mis un centime dans l'INSERM. Ce n'est que Gilles Bloch, sur sa dernière année de mandat, qui a réussi à récupérer 10 millions d'euros. J'espère que c'est juste un fonds d'amorçage et que la suite va venir. Mais on voit bien que les thèmes dont on parle ce matin ensemble, là où ils sont positionnés, ne sont pas dans les priorités. Et aujourd'hui, ça devient inquiétant parce que, en plus, puisque tu m'as entraîné sur le One Health, il faut élargir. Il faut élargir avec le côté, par exemple, agriculteur. Enfin, agriculture. Moi, j'ai été un donneur d'alerte à la fin des années 80, début des années 90 sur les perturbateurs endocriniens. Je vois les ravages, je vois tout ça. Bon, on voit, je crois que j'ai répertorié, je ne sais pas si je les ai mentionnés dans le rapport, une douzaine de pathogènes. Ce n'est pas moi qui les ai répertoriés, je les ai lus, qui nous tournent autour. Donc, il faut vraiment réfléchir global, mais pas en laissant chacun de ces outils maltraités quelque part. Moi, je pense maltraités dans différents ministères. Il faut les sortir et les faire travailler globalement ensemble. Moi, je n'ai pas de baguette magique, mais bon, il y a un moment donné, il faut prendre de grands risques organisationnels. Moi, j'avais plaidé pour un grand ministère de la recherche et de l'innovation, qui m'aurait évité de parler de 10 risques, comme je l'ai fait ce matin, uniquement pour la santé, mais qui soit vrai pour l'ensemble de la recherche, en disant aujourd'hui la recherche, c'est essentiel, avec un propos grand public assez facile à tenir, parce que pour se sortir du désastre climatique, pour se sortir de la transition énergétique, pour se sortir de notre mode de transport de demain, pour se sortir de nos problèmes de santé de demain, etc., il va falloir y mettre le paquet, il va falloir être bon. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, il faut essayer de s'en donner les moyens. Donc aujourd'hui, est-ce que vous considérez que oui ou non, c'est suffisamment essentiel ou pas? Bien sûr, je pense que chacun d'entre nous pense que c'est là l'essentiel et que notre espoir, il est quand même là. C'est des grandes innovations de rupture qui nous permettent de nous en sortir tout bêtement et collectivement. Et c'est quand même enfin, moi, je caricature quand je fais du grand public, je force le trait, mais en disant merde, c'est quand même juste la pérennité de l'espèce humaine. Enfin, ça peut paraître un détail, mais moi je pense que c'est important. Mais à partir de là, il faut effectivement sortir l'outil recherche avec son corollaire innovation évidemment et dire voilà. C'est un grand bloc prioritaire et tous les établissements, tous les ministères concernés vont venir y abonder. Et les ministères concernés, je peux commencer la liste avec vous, mais c'est pratiquement tous les ministères. Oui.
du numérique, quand je suis ministre des Transports, quand je suis ministre de la Transition écologique, quand je suis ministre de l'Agriculture, je suis aujourd'hui juste totalement tributaire pour le futur de grandes innovations, donc totalement tributaire de la recherche. Donc la question c'est, est-ce qu'on est capable de ça? De dire, allez, on prend ce qui, c'est pas epsilon, mais enfin ce petit morceau qui est là, ce petit morceau qui est là, et on en fait une belle et grande histoire, et on impose ça comme une grande priorité nationale. Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Je ne suis pas qui pour je suis personne pour le dire. Ma voix ne pèse nullement, et il vaut mieux d'ailleurs souvent, mais je pense que c'est du niveau de cette ambition. Mais là encore, dans un environnement très défavorable. Enfin, moi, en tout cas en biologie santé, je l'atteste, je suis le seul scientifique des 577 députés. Les députés ou sénateurs scientifiques, c'est Epsilon. Alors, on a un petit espace, d'ailleurs, il y a très peu de scientifiques dans cet espace qui s'appelle l'OPEXT, que vous connaissez probablement, le Fonds parlementaire de l'étude des choix scientifiques et technologiques. On fait des petits boulots sympas, en tout cas, ça aère les quelques neurones qui me restent, et c'est déjà bien qu'il en soit ainsi, mais ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu, quoi. Enfin, l'enjeu, il n'a jamais été aussi violent et urgent. Donc, je ne peux pas répondre à ta question, mais pour avoir un endroit pour parler One Health, il faut qu'on soit tous au bon endroit et au même endroit. Ça, pour moi, c'est une obligation. Merci beaucoup, Philippe. Marc Bonneville, vous avez une question. Younes, je suis désolé, mais tu as déjà posé 2 questions, donc c'est pour ça que je passe la parole à Marc Bonneville. Merci Olivier, merci Philippe pour cette excellente intervention. Marc Bonneville, donc président de l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé. Je voulais réagir premièrement sur l'aspect One Health. Je pense que toute la difficulté de One Health, c'est que c'est un buzzword qui recouvre tellement de problématiques. Déjà, il est difficile de s'entendre sur les problématiques entre ce que l'on entend par One Health, Global Health, Planetary Health, etc. Et que finalement, c'est difficile pour l'instant d'imaginer des approches top-down parce que justement, ce sont des sujets qui, par essence, sont adaptés à un contexte particulier, à des questions extrêmement spécifiques. Et que tout l'enjeu dans le montage d'un programme One Health, c'est d'arriver à trouver un angle d'attaque qui permet d'établir en fait un dialogue transsectoriel entre différentes communautés. Ouais. Et donc, je pense que c'est plus que jamais dans le domaine du One Health, l'importance de s'inspirer d'exemples qui fonctionnent concrètement, typiquement dans la rage, dans le choléra. Même nous, on a organisé récemment un programme autour du microbiome et de la diversité microbienne, qui est un angle d'attaque qui permet de rapprocher aussi bien des personnes qui travaillent sur la santé des océans, la santé des plantes et des sols, la santé humaine, et qui en plus est à la base d'interventions concrètes en termes, par exemple, de pratiques agricoles durables basées sur des solutions microbiennes de remédiation des sols. Donc, en fait, on peut avoir des approches One Health qui peuvent être efficaces, mais il faut déjà s'assurer d'un angle d'attaque qui soit suffisamment concret pour qu'on puisse établir en fait un dialogue entre les différentes communautés. Je pense que le problème des perturbateurs endocriniens est un problème absolument majeur, mais là aussi, il faut qu'on trouve l'angle d'attaque qui puisse en fait fédérer les différents acteurs. Et donc, je reste encore un peu perplexe sur la façon d'approcher, je dirais de façon top-down et de façon globale, la problématique One Health. J'aurais tendance à dire, inspirons-nous en fait des situations qui marchent pour essayer à ce moment-là de définir une stratégie de montage qui puisse s'inspirer en fait d'opérations pilotes et qui puisse après s'amplifier progressivement. Alors, je suis totalement d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que nous, on a plutôt regardé le top. Hein. On a fait très peu de down dans ce rapport. Je ne vais pas tout faire. Je vais vous faire un aveu. Normalement, on avait le droit à 30 pages, parce que tout est codifié chez nous. Vous savez, vous avez le droit à 15 auditions. On en a fait plus de 40. On s'est fait un peu taper sur les doigts. Mais comme c'est quelque chose
je portais en moi, depuis trop longtemps, on avait le droit à 30 pages, on en a fait plus de 100. Enfin bon, bref, on a un peu cassé tous les codes et par miracle, on nous a laissé faire. Mais il y a un outil qui peut être intéressant pour ça. Moi, je le connais mal, c'est les fameux PRP et les PERP là, qui pourraient effectivement sur quelques items. J'imagine, j'ai pas bien encore compris l'objet, j'ai pas bien compris l'objectif non plus, mais bon, je réagis sur ce mot microbiome, microbiote, parce que il y a un PEPR qui vient de se monter sur le microbiome. Oui, mais il faut pas qu'il oublie que finalement, la problématique et vous l'avez dit tellement parfaitement, que la problématique du microbiome de Rhapidopsis thaliana, de notre petite crucifère, c'est la même problématique du microbiome de notre intestin ou Exactement. de nos voies respiratoires. Donc tout ça doit faire partie effectivement d'un travail commun, d'échanges en permanence, bien sûr avec les industriels, mais parce que en plus les technos sont les mêmes, enfin, toute la réflexion à avoir elle est la même. Donc il faut bien sûr englober le végétal, l'animal et l'humain sur le thème microbiome. Ça me paraît essentiel. Alors, donc là, il est clair que à l'instar de cet exemple-là, on doit pouvoir décliner, et ils ont déjà décliné quelques exemples où le One Health s'inscrit de fait. Et au-delà, moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr les échanges intellectuels que ça peut générer sur des gens qui sont souvent quand même de formations différentes, qui ont travaillé toute leur vie sur des objets différents, mais en tout cas, à minima, qui ont besoin des mêmes outils. Faites du microbiome, la métagénomique, c'est la même pour tout le monde. Hein, et puis, exactement. derrière, la capacité. Et surtout les approches interventionnelles qui sont finalement très similaires entre l'amélioration du microbiome humain et l'amélioration d'un microbiome du sol. De la fouille des données, vous avez tous ces problèmes qui sont à partager. Le problème de séquençage, évidemment, par exemple. Mais oui, je pense que c'est là autour que ça peut s'inscrire cette fois-ci à l'étage en dessous, avec aussi en permanence. Il n'y a pas de honte à ça, loin s'en faut, avec un sourcing à l'international permanent, voire là les choses vibrionnent de façon intelligente et efficace, et immédiatement se donner la souplesse de la mise en œuvre. Ça, je crois qu'on a cité dans le rapport, si ma mémoire est bonne, par exemple, je crois, nos consulats à droite à gauche, où il y a toujours des scientifiques. Moi, j'ai quelques copains qui sont allés traîner comme ça, passé quelques années dans leur vie en Californie, attachés à l'ambassade, machin. Bon, je crois que je ne sais pas quel est le pouvoir, parce que ça, c'est encore un autre ministère. Hein. C'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, on est encore sur un autre partenaire qu'il faut associer dans nos réflexions. Pour moi, c'est une évidence. Mais avec vraiment, cette fois-ci, l'intelligence économique est quelque chose quand même d'assez essentiel à développer. Et je ne suis pas sûr qu'on soit particulièrement bon non plus là. Et il faut y mettre le paquet. Je peux faire une autre remarque Oui, Marc, oui, il n'y a pas de problème. En fait, pour revenir sur l'aspect de la façon dont on peut améliorer l'interface entre recherche publique et privée. Au niveau de la RIS, on avait été interviewé par la mission Armenteras du nom de Lara, et on a fait remonter un certain nombre de recommandations. Et pour nous, je dirais, il y a au moins 2 constats, au-delà de certains que vous avez déjà évoqués. Le premier, c'est qu'on reste en France, comme dans plusieurs pays latins, avec une perception de l'innovation qui reste ambiguë, en fait. Par rapport aux pays anglo-saxons, un certain nombre de chercheurs, même si ça s'est amélioré, ont toujours un peu l'impression de se prostituer quand ils s'engagent dans une collaboration industrielle. Il y a parfois une perception de l'industriel, du chercheur comme un prestataire de service. Et en fait, le constat est qu'il y a une connaissance en fait, du processus d'innovation par les chercheurs qui reste largement insuffisante. Et en fait, pour nous, le point et le vrai enjeu, c'est il est crucial de multiplier les contacts entre chercheurs et industriels tout au long et dès les étapes les plus précoces du cursus de formation. Donc ça, pour nous, c'est un premier aspect, c'est comment modifier la perception de l'innovation biomédicale en France.
Le deuxième constat, c'est que finalement, quand on réfléchit à la façon d'améliorer l'écosystème d'innovation actuel, bien évidemment, nous ne recommandons surtout pas de rajouter une couche supplémentaire, mais par contre, véritablement de mieux s'inspirer des réussites. Vous avez évoqué certains IHU, on peut évoquer aussi les RHU, qui sont des approches qui sont extrêmement concrètes et efficaces, mais c'est de mieux s'inspirer en fait des réussites et qui reposent toujours sur des critères qui sont assez récurrents, c'est-à-dire grosso modo, une co-construction entre le partenaire public et privé du projet, la définition de jalons clairs, de livrables, de prise de décision concrète si le projet ne fonctionne pas. Et surtout, en fait, on a remarqué que les projets qui marchent, c'est dans des situations où effectivement, notamment du côté académique, il y a une expertise suffisante en termes de gestion de projet. C'est quelque chose qui est un élément absolument majeur dans la réussite d'un programme. C'est cette expertise en gestion de projet et qui permet véritablement de définir des priorités et de pouvoir, je dirais, rendre plus souple le mode de fonctionnement et le pilotage du programme en question. Donc, effectivement, plus on donne de la liberté, plus on donne de la souplesse aux porteurs des projets, plus on leur donne de la confiance, effectivement, cela peut être déterminant dans la réussite, mais il faut qu'ils soient suffisamment encadrés et qu'ils aient une expertise de gestion de projet pour que cela puisse réussir. Waouh! Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir répondre sur tout parce que d'abord, le temps passe, mais moi, je vais prendre la première partie parce que vous me touchez en plein cœur. Moi, je dirige encore pour quelques mois un master en biotechnologie et en innovation qui mélange l'école des mines et faculté de médecine et faculté des sciences. Donc, oui, on a plein de blocages culturels et qui ont un peu évolué. Ça commence déjà avec la segmentation école d'ingénieurs, université, on le sait tous. Après, c'est la définition qui est donnée à l'université. Pour certains, cette définition, elle ne doit pas progresser. C'est juste donner un niveau de connaissance, point. Et moi, j'ai toujours considéré qu'un diplôme était surtout quand même fait pour donner un métier. Mais ce n'est pas encore un avis totalement partagé. Donc, ça veut dire que, mais c'est même encore récent, enfin, avant l'introduction du 3-5-8, moi je suis d'une génération où il y avait DEA, DESS. Bon, quand on faisait un DEA, c'est qu'on était soi-disant bon et qu'on allait faire de la recherche, et quand on faisait un DESS, c'est qu'on était moins bon et qu'on allait vers l'industrie. C'était hallucinant. Hallucinant. Et ça a perduré, ça perdure encore souvent. Hein. Les gens parlent de leur master, par exemple, moi je fais un master recherche. Et d'autres disent je fais un master pro. J'ai jamais compris. C'est un master pro, il doit y avoir des masters amateurs, c'est mauvais signe. Et puis comment faire croire à quelqu'un qui fait un master recherche qu'il va finir au CNRS ou à l'INSERM? La chance est très, 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 très faible, on le sait tous. Donc, cette acculturation sur la recherche dans sa plénitude, c'est-à-dire dans sa gestion d'un programme de recherche, dans sa valorisation de son transfert, ça bouge. Ça bouge. Je crois qu'on n'a pas encore suffisamment le courage de l'évaluation des diplômes de façon très sérieuse dans ce pays. Je le dis. Alors, je crois que le président de la République a dû le dire à un moment donné de façon d'une autre forme. Ce qui fait que, bon, on continue, on pose jamais vraiment la question du débouché du diplôme. Moi, je vous dis oui, on interroge les étudiants. Mais quand l'administration universitaire demande aux étudiants 6 mois, 1 an après le diplôme, qu'est-ce que vous devenez? Je vais vous dire la réalité, la grande majorité ne répond pas. Ils ne vont pas répondre à l'administration. Et donc, vous bâtissez là-dessus des statistiques qui sont... moi, je sais que je le fais pour mes étudiants, mais ils me répondent une fois que j'ai demandé 3 fois, et ils savent très bien que si au bout de 3 fois, je le fais pendant 3 ans après le diplôme. S'ils ne me répondent pas, je finis par les appeler. Donc, je suis vraiment emmerdant. Donc, ils vont finir par répondre, et puis j'ai l'illusion de croire qu'ils ont bien apprécié ce qu'ils ont vécu avec nous, et donc, finalement, majoritairement, moi, j'ai 90%, 95% de taux de réponse. Donc, on a là encore beaucoup à progresser pour décloisonner ces cerveaux, décloisonner à travers le continuum, montrer que de la recherche industrielle en milieu industriel, ça peut être absolument génial. Et puis surtout, ça on avait beaucoup insisté pendant la loi de programmation, mais ça reste compliqué, c'est le passage de l'un à l'autre.
Moi, je fais partie d'une génération, j'ai siégé au Conseil national de pendant une mandature, où chaque fois qu'un dossier d'un collègue qui venait de l'industrie voulait faire part de son expérience et venir dans le monde académique, c'était niette. Avec des commentaires que j'entendais, mais c'est pas si vieux que ça, hein. On est dans les années 2000 quand j'entends ça, où on nous expliquait, bah, ce type-là, il a choisi d'aller gagner du fric dans le privé, il a qu'à y rester, il ne faut pas qu'il vienne nous emmerder. Alors, mais ça, c'est pas si vieux que ça. Donc, alors qu'on a une nécessité impérieuse de multiplier les profils d'enseignants, d'intervenants, et puis de faire des allers-retours, parce que dans mais les de faire des allers-retours incessants, c'est probablement par cette seule solution qu'on a la possibilité d'offrir aux chercheurs peut-être à un moment donné un salaire décent. Il faut trouver peut-être quelque chose pour qu'il puisse effectivement, lui, pourquoi pas, dans toute situation, pouvoir cumuler deux salaires. Mais c'est pas seulement parce que effectivement les passerelles, on essaye de multiplier les passerelles entre le public et le privé, mais ces passerelles, elles vont que dans un sens, c'est-à-dire c'est le public vers le privé. Mais en fait, de revenir du privé vers le public est beaucoup plus compliqué parce que le point, c'est que tant que le chercheur académique n'est pas conscient de l'opportunité ou de l'utilité d'un aspect d'innovation qui peut recouvrir d'ailleurs justement ces indicateurs qui sont heureusement complémentaires entre recherche industrielle et recherche académique, des indicateurs de temporalité, de gestion, de traçabilité, etc. Mais justement, l'industriel peut apporter en fait cette culture dans l'académique. Et dans ce contexte-là, mais il faut encore que la structure académique soit réceptive en fait à ce type d'information et ce type d'expertise que pourrait apporter le chercheur industriel. Moi, j'adhère. Je vais vous cacher. Bon, moi, je considère qu'à Bac+3, on doit avoir acquis un fonds commun de placement, comme j'appelle ça, scientifique, qui de toute façon sera. C'est sur des métiers où on est étudiant toute sa vie parce que ça évolue tellement vite, et que justement le niveau master devrait être en grande partie consacré à ce que vous dites. Consacré d'abord à la découverte des métiers, découverte de ce que c'est que de la propriété, qu'est-ce que c'est que de cycle de vie d'un produit, etc. L'intelligence économique, qu'est-ce que c'est qu'un transfert, quelles sont les situations de création, etc. Bon, ça a progressé, mais encore très marginalement, de façon totalement insuffisante. Et ce message-là, bien sûr, il doit être porté par les collègues issus de l'industrie. C'est une évidence. Pas forcément d'ailleurs en les transformant. Enfin, après, il faut trouver aussi peut-être d'autres situations. C'est peut-être pas forcément en les transformant tout de suite en fonctionnaires non plus. On peut trouver certainement des façons d'incitation pour que ça se fasse beaucoup plus. Ça commence à se faire. Mais il y a des volontaires. Moi, j'essaie d'expliquer au niveau des acteurs. Quand vous avez un master, Olivier, je finis par ça. Quand vous dirigez un master, 95% de vos étudiants, voire plus, finiront dans l'industrie. Or, votre master, dans 90% des cas, ne travaille que dans l'éventualité où justement ils iront vers la fonction publique et l'académique. Donc, on se plante complètement et on ne contribue pas par la formation à la facilitation du dialogue et des échanges. Et on en paye le prix par la suite, c'est une évidence. Je trouve que c'est un super mot de la fin. Philippe, vraiment merci de... Marc, je suis désolé, on pourrait poursuivre cette discussion pendant encore très longtemps. C'est tout à fait passionnant. D'ailleurs, il faudra qu'on la poursuive peut-être dans d'autres cercles. Je pensais que vous, comme Philippe, ce serait très bien si vous rejoigniez le Doutank qu'on a créé autour du One Health. Ce serait vraiment une excellente chose. Avec plaisir. On a des gens comme Jean Sibilia à l'intérieur. Donc, on a des gens de qualité et on a d'autres. Donc, voilà. Merci encore. C'est le dernier Café Nil de l'année. Je suis désolé, j'aurais bien aimé en faire encore au moins 2 ou 3, mais non, après, il faut quand même prendre des vacances. Donc, on se retrouvera l'année prochaine pour les Cafés Nil. Philippe, merci de cette contribution à la recherche et de ce rapport qui, à bien des égards, décape bien les mentalités et je pense que nos politiques seraient bienvenus et notre gouvernement d'en tirer quelques bonnes pages pour appuyer leurs décisions dans les prochaines années parce que c'est un sujet de long terme mais qu'il faut traiter de manière extrêmement urgente.
Merci à tous. Bonne fête. Bonne fête à tous. Au revoir.